Les astronautes s'en amusent beaucoup. Avant, la Belgique, vue du ciel, se reconnaissait par son éclairage public. Mais depuis quelques années, ce sont ces lumières furtives que l'on aperçoit. La Belgique est un pays qui flash. 10 h du matin, la police fédérale de la route du Brabant accepte de nous montrer l'envers du décor. Nous allons procéder à un contrôle avec interception. Notre core business, c'est la vitesse dans un premier temps. Donc on procède effectivement tous les jours à des contrôles. Laurent Lebrun est inspecteur principal. Il va nous faire comprendre que l'automobiliste belge a un sérieux problème avec la vitesse. Donc ici, on traverse le village pour se rendre sur la parallèle de la E411, où on installera le radar. Voilà. Plus on sera discret, plus on risque d'avoir des personnes qui seront interceptées. Ce jour-là, en 40 minutes seulement, 100 véhicules seront photographiés au-delà de la limite réglementaire. Nous avons déjà ici un premier client. Interception pour radar. Donc j'ai une Mercedes CLA noire, plaque luxembourgeoise, à 161 km/h à 10h44. C'est 100% d'interception avec les motards. Ils peuvent se faufiler aisément dans le trafic. Alors là, est-ce qu'il y a encore une équipe disponible pour l'instant? Je démarre du point d'interception. L'opération avec interception par les motards concerne surtout les étrangers soumis au régime de la perception immédiate. J'ai été flashé à une vitesse de 147 km/h au lieu de 120. Donc l'amende est à payer sur place, 90 €. Pour le compteur, le véhicule, c'est... Ce qui est bizarre, j'avais mon limitateur à 140. Et on me dit que j'étais à 148. C'est ça qui est bizarre. Mais c'est 120 quand même en Belgique, même avec votre limitateur. Je discute pas là-dessus. Si je reçois un procès à cause de ça, je discute pas là-dessus. Est-ce que vous avez une équipe disponible? Parce que j'ai un 196 ici au Reur. Contrairement à cet automobiliste français, les contrevenants belges recevront leur amende par courrier. Et pour la moitié d'entre eux, la vitesse dépassée n'excédera pas 10 km/h. Condamné à 45 € parce que j'avais roulé à 81 km/h au lieu de 80. Je revenais d'Ostende et j'ai été flashé à 121 km/h. On a juste l'impression qu'on s'est fait voler 45 €, voilà, comme si on s'était fait voler son portefeuille. Ça fait râler, bien entendu. Les gens ont le sentiment qu'on veut mettre en place des radars parce qu'on cherche à ramener des pépettes. C'est vraiment un outil répressif qui permet à l'État de récupérer de l'argent et pas autre chose. Il n'en est rien. Les flashs, oui, aux bons endroits, et une réglementation de vitesse adaptée. Il faut voir comment ça se passe dans les autres pays. Les autres pays choisissent de relâcher la pression. L'Allemagne joue la tolérance et l'Angleterre la suppression de ses radars. Dans les deux cas, les résultats sont excellents. Le résultat de ces 5 dernières années, c'est que chaque année, les accidents dus à la vitesse ont diminué. Plus que jamais, nous devons poursuivre l'amplification des radars. Chez nous, on suit le modèle français de la tolérance zéro. Et tant pis si la France présente, elle aussi, des statistiques à la hausse. Si vous étiez à ma place et que vous décidiez de lâcher sur la vitesse, est-ce que vous ne pensez pas que la semaine qui suit, j'aurai déjà une augmentation des morts? Mais c'est une évidence. À chaque fois, c'est la même chose. On nous dit « Ah oui, mais si on fait ça dans notre pays, ça va être catastrophique. » On a essayé? Non, on n'a pas essayé. En 2015, 326 personnes ont perdu la vie sur les routes wallonnes, 732 dans tout le pays. La situation empire, mais vous l'ignorez car vous voyez toujours les chiffres 2014. Les radars, côté sécurité routière, c'est un échec. Côté recettes, un succès, 400 millions d'euros récoltés en 2015. D'où notre question, radar, la bourse ou la vie? Le Belge a le pied lourd. Tous les jours, 11 000 automobilistes sont pris en excès de vitesse. Il faut dire que les appareils répressifs ont proliféré ces dernières années. L'Arsenal propose aujourd'hui 1450 radars en Flandre, 275 en Wallonie et 60 à Bruxelles. Les petites routes sont contrôlées par 192 zones de police locale, alors que les grandes nationales et les autoroutes sont sous la surveillance de la police fédérale de la route. Mais c'est dans quel cas? Dans le cas de la prolongation? Nous sommes à Namur, dans l'un des 2 centres régionaux de traitement des amendes. Ici, on reçoit instantanément par fibre optique les photos des boîtiers installés le long de la dorsale autoroutière wallonne, des lidars et du radar tronçon de Cointe. Le centre reçoit également des clés USB et des films photos provenant de 13 zones de police locale. En moyenne, 6 agents ici traitent 300 amendes par jour, des chiffres en augmentation.
Donc annuellement, nous traitons environ 330 000 procès-verbaux. Effectivement, le nombre de procès-verbaux ou le nombre d'infractions constatées augmente puisqu'il y a plus de matériel et plus de collaboration avec les zones de police. Ici, on traite les contestations et le travail ne manque pas. Il faut dire que peu d'usagers adhèrent au système. Beaucoup parlent de pièges, de manque de tolérance et d'objectifs bien éloignés de la sécurité routière. Et quand on en met sur une route 4 ou 5 à 20 mètres d'affilée, à 20 mètres de distance, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a des endroits où ce n'est pas nécessaire, voilà, c'est tout. Ils sont mal placés de temps en temps. Ils sont très mal placés, oui, je trouve. C'est utile et pas utile, mais bon, chacun son avis. Hein. Aux États-Unis, ils ont déjà fait la tolérance zéro depuis des années, ça ne fonctionne pas. Vous avez eu souvent des PV de vitesse? Très souvent. On va se dire que dans 10 ans, on va constater que ça ne fonctionne pas, quoi. Et celui qui prévient depuis des années de l'inefficacité des radars, c'est Arnaud Kempeners. Ce matin, nous allons faire un bon bout de chemin avec lui et entendre 3 critiques souvent évoquées. C'est sur le principe de la conduite adaptée aux circonstances que ce grand rouleur a créé, voici 10 ans, le parti non au radar. C'était en 2006, donc voilà, j'avais exactement la même idée que maintenant. Je sentais bien que l'évolution allait se faire dans ce sens-là. Juste sur ce sujet-là, il y a 1,2% des gens qui ont voté, qui sont arrivés devant l'urne, ils ont vu non au radar et ils se sont dit « Ah oui, ça c'est vraiment un vrai scandale ». Voilà. Avec 1 km/h de différence, voilà, on ouvre sa boîte aux lettres et on reçoit 50 € à payer. Voilà. Alors est-ce qu'après on estime, est-ce qu'on se fait une remise en question en disant j'ai roulé 1 km/h trop vite? Non, voilà, on ne se la fait pas. On a l'impression, si vous voulez, d'avoir une espèce de racket permanent. La vitesse a coûté 400 millions d'euros aux contrevenants en 2015. Le nord du pays a apporté 63% de la somme, les Wallons 24% et les Bruxellois 13%. Le fédéral, qui n'a pas accepté notre demande d'interview, a gardé 260 millions en trésorerie. Police et zones locales reçoivent 98 millions, la justice et la mobilité 42 et la région wallonne 4 millions d'euros versés dans un fonds spécial d'infractions routières. Ce sont les zones locales qui flashent le plus et on l'a vu, elles ont un intérêt direct à le faire. Aucune zone de police contactée n'a accepté de nous parler de l'argent des radars, mais nous savons par exemple qu'une zone comme Montigny ou Louvain-la-Neuve avait reçu en 2012 260 000 € pour financer son service répression. Sur le trajet que je fais, il y a environ 35 radars. Donc c'est vraiment c'est infernal, c'est un stress permanent. Donc on est en permanence en train de regarder son compteur au lieu de regarder les autres voitures. Alors le résultat de ça, c'est qu'on finit par conduire en mettant son limitateur de vitesse et donc on perd complètement l'attention sur la route. Que voilà, quand on est à 110 sur une autoroute complètement vide, qu'est-ce qu'on se dit? Tiens, quand est-ce que je devais faire mon entretien? Alors on commence à regarder, tiens, je vais changer de CD, enfin j'en sais rien, on pense à plein de choses, tout sauf la route en fait. C'est scientifique, les conducteurs passent 40% du temps à faire ou penser à autre chose que conduire. La faute au trajet coutumier et à l'expérience qui font de la conduite une activité surapprise. Cette automatisation allège l'effort mental, mais libère aussi trop de capacités cérébrales, ouvrant la voie au mortel ennui. Un équilibre entre vigilance et ennui est donc à trouver. Les spécialistes l'appellent la vitesse de base ou de confort. Et pour Touring, les limitations de vitesse devraient s'en inspirer. On appelle ça en Scandinavie le V85, c'est-à-dire que les personnes qui vont devoir réglementer la vitesse vont se positionner à des endroits critiques où il y a eu des accidents, des endroits dangereux, où la circulation est un réel souci, et ils vont analyser la tendance spontanée des automobilistes et de voir à quelle vitesse ils roulent. Si 85% par exemple sur une route, même nationale, roule à 70 km/h alors qu'on pourrait rouler à 90 km/h, à ce moment-là on mettra la vitesse à cet endroit à 70 km/h. C'est justifié et c'est cohérent. Je ne pense pas qu'il y ait une quelconque responsabilisation à mettre des radars. C'est comme voilà, quand on a des enfants, c'est pas en les punissant sans cesse pour rien qu'on arrive à les responsabiliser. En effet, les radars ne parviennent pas à changer les comportements. La preuve, le dernier marathon contre la vitesse, opération fédérale de police largement annoncée. En 2016, 24 000 PV ont été distribués, soit 6% des automobilistes contrôlés. Exactement le même chiffre qu'en 2015. On peut donc se demander si ce genre d'opération est bien utile, puisque personne, absolument personne, ne retient la leçon.
ça montre que même avec des opérations de ce type, les personnes ne font pas attention. Donc nous devons réitérer plus souvent ce type d'opération et surtout pas baisser les bras. Voilà, on est arrivé. Alors, quel est le problème des Belges? Pourquoi autant d'infractions de la part d'autant de profils différents? Pourquoi si peu d'adhésion à un dispositif de sécurité routière? Personne ne conteste le principe des feux rouges au carrefour. Alors pourquoi tant d'opposition au contrôle automatisé de vitesse? Pour le comprendre, nous nous rendons à l'université de Paris pour rencontrer Laurent Carny. Ce chercheur étudie les radars et leur efficacité depuis 30 ans. Les études sont claires, les radars visibles placés à des endroits dangereux sécurisent les lieux. Quant au comportement, les radars ont eu un impact réel sur les très grandes vitesses. Là où on avait encore des grands excès de vitesse à plus de 30 km/h, je crois, dans les années 2000, on était à 5%. Aujourd'hui, ils sont quasiment inexistants. Donc là, le contrôle automatisé a éradiqué les comportements les plus dangereux. Ça ne signifie pas qu'ils n'existent plus, mais il y a eu des améliorations substantielles. Reste la question de l'acceptation du dispositif. Selon notre expert, pour que les usagers y adhèrent, le système doit se montrer égalitaire et performant, comme en France. On a un système aujourd'hui qui prend Monsieur X et Madame Y, qui les traite de la même manière, dans un temps assez rapide, donc il y a une forme de véritable égalité devant la loi. Du contrôle jusqu'à la sanction, la chaîne est quasiment complètement automatisée. Le problème chez nous, c'est que nos radars ne sont ni égalitaires ni entièrement automatisés. Car lorsque Madame X flashée à 125 km/h sur autoroute recevra son amende dans les 15 jours, Monsieur Y pris à 140 ne recevra jamais sa contravention. Dans certaines zones du pays, certains contrevenants échappent à la sanction 6 fois sur 10. À Liège, le procureur du roi se dit complètement étouffé par le volume de dossiers à traiter. Le flux entrant est énorme. Il faut savoir qu'il y a 18 zones de police sur l'arrondissement de Liège, plus une police de la route. 2 services sur ces 18 zones nous ont envoyé, rien qu'au niveau de la division de Liège, 95 000 procès-verbaux de vitesse en 2015. Donc c'est énorme. Ces 95 000 procès-verbaux sont uniquement les perceptions immédiates non payées. Alors quand j'entends que l'on veut doubler le nombre de radars automatiques, quand j'entends que l'on va offrir des lidars, qui sont des machines très performantes, qui peuvent noyer un service en très peu de temps sur un chantier par exemple, je suis évidemment inquiet. C'est le comble, les parquets eux-mêmes demandent aux policiers de lever le pied et de flasher aux seuls endroits dangereux, et pour cause. Manque de personnel, programmes informatiques obsolètes et montagnes de dossiers sont leur quotidien. Voici pour le seul mois de septembre 2016 les dossiers dits sans suite, autrement dit, ceux qui vont voler à la poubelle. Pour rendre le système plus égalitaire et décharger les parquets des petites contraventions, la région wallonne propose de passer aux amendes administratives. Tant que la justice n'investira pas dans des systèmes performants, dans des ressources humaines suffisantes au niveau des palais de justice, il restera toujours une incapacité de pouvoir suivre 100% des infractions. Et ça, je le déplore. La Wallonie va essayer déjà de pallier une partie des carences du fédéral, mais à un moment donné, il faut que du côté de Bruxelles, on fasse aussi des choix. Le sentiment d'injustice va plus loin. Ici, on parle d'impunité. Car lorsque Madame X paye son écart de 5 km/h sur autoroute, Monsieur Délinquant, pris à 177 en plein cœur de son village, continue à rouler comme un fou durant 6 mois en attendant sa convocation au tribunal. L'IBSR dénonce et regrette la notion très relative chez nous de la récidive. Un exemple, vous pouvez tous les jours rouler en Belgique à 150 km/h sur autoroute, vous faire flasher tous les jours et ne pas être considéré comme un récidiviste dans la mesure où vous aurez payé votre perception immédiate. Dans bon nombre de pays européens, ça n'existe pas. Toute infraction est enregistrée et on a une trace de telle sorte que celui qui va commettre régulièrement, même de petits excès de vitesse, sera considéré comme un récidiviste. C'est un exemple parmi d'autres, mais qui montre que la seule politique visant à mettre uniquement des radars ne suffit évidemment pas. Et pourtant, l'impression majoritaire est bien celle-là, d'un maximum de moyens consacrés à la vitesse aux dépens des autres causes majeures d'accidents, alcool, drogue, fatigue et GSM au volant. Cette impression est-elle fondée?
si on s'en réfère aux chiffres d'infractions publiés par la région wallonne. Oui, en 2015, 1 063 000 infractions ont été enregistrées au sud du pays. Les excès de vitesse concernent 71% du travail policier, 10% pour le stationnement. Quant à l'alcool, pourtant responsable de 25% des accidents mortels, il n'est sanctionné qu'à hauteur d'1,4%. L'alcool est traqué 50 fois moins que la vitesse. Et pour cause, les radars demandent peu d'intervention humaine, contrairement au contrôle d'alcoolémie. Cet autre tableau est interpellant. Toujours en Wallonie, en 2015, on y voit que les contrôles alcool se déroulent essentiellement les jours ouvrables. Les nuits de week-end et de semaine, ils ne représentent que 10% des contrôles, faute de personnel disponible et d'argent pour payer les primes. Le dernier sentiment d'injustice ressenti est lié à l'impression de pièges tendus aux automobilistes. Discordance des limites imposées, radars placés en descente, à des endroits sans accidentalité, dans des zones inadaptées. Les témoignages du genre sont très nombreux. Alors Touring réclame une certaine harmonisation. Vous avez, avec un environnement équivalent, un passage de 50 à 70 ou de 70 à 50, tout simplement parce que la région décide autrement que la commune. Donc à partir du moment où la réglementation de vitesse sera gérée par des fragmentations de compétences, on ne pourra jamais avoir un réseau fluide et des réglementations qui sont cohérentes et justifiées. On l'a compris, les critiques à l'encontre du radar sont très nombreuses. Et face à la hausse du nombre de tués, les autorités ont décidé d'encore le renforcer. Fédéral et région en sont sûrs, c'est bien la piste française de la tolérance zéro qu'il faut suivre. La France et les radars, c'est une histoire vieille de 15 ans qui tourne au cauchemar. Le territoire en est truffé, plus de 7000 appareils et un rejet massif du système, symbolisé par ces films plastiques recouvrant chaque matin les radars parisiens. Rue de Maubeuge, ce commerçant nous apprend que la situation est telle que les noms de rues ont disparu, la localisation se faisant désormais en fonction des emplacements des mesureurs de vitesse. Moi, mon fournisseur ne connaît pas la rue. Dès que j'ai dit où il y a le radar, ah oui, d'accord, je connais. Où il y a le radar là, je dis oui, là-bas. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il connaît la rue par rapport à le radar. La politique radar passe de plus en plus mal. L'État français a investi en 2015 270 millions d'euros et en a récolté 800. Les Français parlent d'une véritable banque et d'une politique qui n'arrange rien, comme en Belgique. Les statistiques sont mauvaises, avec une augmentation en 2015 de 2,4% des tués. Pour le délégué interministériel, les radars ont sauvé des milliers de vies. Il faut donc continuer. Le fait qu'en ce moment, nos chiffres stagnent ou augmentent légèrement ne doivent pas faire oublier une double courbe. Ça, c'est la courbe des morts. Et donc, x7 ou 10 avant, quand les pompiers étaient moins efficaces, les secours étaient moins efficaces, courbe des morts. Ça, c'est la courbe des kilomètres parcourus par les véhicules. Donc, c'est une politique publique qui est un succès extraordinaire. Il y a peu de politiques publiques qui ont autant atteint leur but. Mais l'enjeu, 3 461 morts, 27 000 blessés, graves. Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à ça, par rapport au petit plaisir fugace de la vitesse dans des endroits inadaptés? L'efficacité des radars est plus que contredite par l'association 40 millions d'automobilistes. Premier chef de bataille, l'emplacement des radars. Un recensement récent a démontré que la moitié des boîtiers ne concernaient aucune zone accidentogène. Quant à la courbe descendante du nombre de tués avancée par les autorités, l'association demande de prendre un peu de recul, pour se rendre compte en effet que la courbe descend depuis les années 70 dans de plus grandes proportions, bien avant l'avènement des radars. La victoire serait plutôt due à la modernisation des véhicules, aux lois sur le port de la ceinture de sécurité, aux aménagements routiers et au progrès de la médecine d'urgence. Un radar aujourd'hui, c'est la machine à cash, ça marche à tous les coups. Vous posez un radar, vous savez que l'État gagne de l'argent. On ne peut pas se tromper, ça fonctionne tout le temps. À quoi bon être en opposition avec l'opinion publique? À quoi bon mettre en place des outils au nom de la sécurité routière qui vont venir donner une impression de taxe à l'automobiliste? On ne fait rien progresser, sauf la grogne. Et la grogne liée au radar, l'Allemagne ne connaît pas. Pour comprendre comment les autorités y sont parvenues, nous avons rendez-vous à Berlin avec Siegfried Brockmann, expert en accidentalité. Je roule vite quand je peux. Ma vitesse maximale est de 200-210 km/h. Et s'il y a beaucoup de trafic, beaucoup de camions ou un trafic plus lent,
Je roulerai plus lentement, moi aussi, parce que je ne mettrai jamais personne en danger. Et certainement pas moi. Les Allemands aiment la vitesse. Ils peuvent donc rouler vite, sans limite aucune sur 2/3 de leurs autoroutes et côtoyer les 100 km/h sur nationale. Le modèle tient bon avec des statistiques éloquentes, 3400 tués en 2015 comme en France, mais avec 20 millions d'automobilistes en plus. Pour notre expert, ces résultats sont dus au programme séculaire de respect d'autrui et de responsabilité. La plupart des usagers respectent les règles. Et nous savons aussi grâce à plusieurs enquêtes que la plupart des gens savent ce qu'ils font, connaissent les dangers du trafic et donc ils obéissent aux règles. Je pense en effet qu'il y a une différence majeure entre l'Allemagne et les autres pays à ce sujet. Ici, nous pratiquons la politique de responsabilisation auprès des conducteurs depuis des dizaines d'années. Cela signifie que les automobilistes se sentent responsables pour les autres et donc qu'ils se comportent en conséquence. Ici, en effet, la courtoisie est de mise, surtout lors des dépassements à très haute vitesse. Personne ne vous colle au pare-choc pour vous dégager, vous êtes mis en sécurité par les autres. Très différent de chez nous également, le strict respect des limitations imposées, notamment en zone de travaux. Ici, on admet de perdre quelques minutes puisqu'on pourra les récupérer un peu plus loin. En Allemagne, les radars sont très rares hors agglomération. On leur préfère une présence policière forte et des investissements dans les aménagements. Regardez par exemple cette descente dangereuse près de Munich. Les camions sont séparés des voitures et bénéficient d'une voie en palier de déclivité. Chez nous, pour le même type de descente, on choisira la solution de facilité, panneaux partout et radars tout le long de la descente et même dans la montée. Reste à évoquer la tolérance des autorités allemandes face aux infractions. Pour cet expert de l'ADAC, le Touring allemand, le meilleur modèle, c'est bien celui des punitions proportionnelles. Les autorités ont essayé de faire la distinction entre une infraction accidentelle et une infraction intentionnelle. Par exemple, si vous franchissez un feu qui est passé au rouge depuis 1 seconde, vous recevrez une petite amende, 10 €. Mais si vous passez le rouge plus d'1 seconde après, alors votre permis de conduire sera retiré pour des mois. Même philosophie avec la vitesse, où la distraction passagère est prise en compte et donc sanctionnée légèrement. Le Bußgeldkatalog ferait des envieux chez nous. Dépasser la limite de 10 km/h coûte entre 10 et 15 €, que l'on roule en agglomération ou pas. Amende moyenne pour un dépassement de 30 km/h, 80 ou 100 €, et sanction très sévère pour les plus hauts délits, 70 km/h de dépassement coûte entre 600 et 700 € avec un retrait de permis immédiat de 3 mois. En Angleterre aussi, le radar est très largement admis. Et pour cause, ici, pas de piège, jamais, c'est même illégal. Pour nous expliquer le rôle du radar anglais, nous nous rendons chez Rospay à Birmingham, organisme centenaire actif dans la sécurité routière. Il n'y a pas de mesquinerie dans ce cas. Tout radar posé sur le sol ou placé dans un véhicule est clairement averti. Ils ne sont pas mis derrière un coin pour tenter de piéger les automobilistes. Il y a des règles très strictes à respecter pour utiliser les radars ici en Angleterre. Ils ne peuvent être placés qu'aux endroits où au moins 3 personnes ont été tuées ou grièvement blessées dans un rayon d'1 kilomètre du lieu de l'accident et dans les 3 dernières années. En Angleterre, pas d'entourloupe, notamment dans les zones d'école. 20 miles de l'heure, 30 km/h, c'est comme chez nous. Sauf qu'ici, la limite n'est effective que les heures scolaires. Elles sont indiquées par ces lumières clignotantes. Chez nous, nombreux sont ceux qui se sont fait flasher en zone 30, zone scolaire, le soir ou le week-end. C'est une toute autre approche en Angleterre. Les gens se rendent compte que ce n'est pas pour rentrer de l'argent, mais que c'est pour rendre les routes plus sûres pour eux, pour leurs enfants, pour leurs amis. On comprend mieux pourquoi les radars en Angleterre sont respectés, d'autant plus que la tendance est au retrait. Nous voici à Swindon, véritable ville laboratoire de 250 000 habitants à l'ouest de Londres, qui, voici 5 ans, a décidé de débrancher tous ses radars de vitesse. Décision économique au départ, qui a eu des effets radicaux sur l'accidentalité.
Le résultat de ces 5 dernières années, c'est que chaque année, les accidents dus à la vitesse ont diminué. Le district de Swindon Borough a été le premier pouvoir local en Angleterre à enlever ces radars, car il nous a paru évident que c'était le meilleur moyen d'améliorer la situation sur les routes et de réduire le nombre d'accidents. Fort de notre exemple, 2 autres comtés ont retiré leurs radars, tandis que d'autres les ont maintenus pour garder de l'argent pour leur budget. Et dans les comtés qui ont suivi l'exemple de Swindon, les résultats vont tous dans le même sens, comme si les automobilistes avaient accepté un win-win d'où tout le monde sortait gagnant. Effet supplémentaire, l'argent économisé des radars a été investi dans des mesures très tangibles de sécurité routière. Chaque année, le Conseil reçoit un subside du gouvernement, un subside de 3 millions de livres. Cet argent consacré à la sécurité routière est maintenant dépensé à des actions comme des visites dans des écoles ou, quand à l'âge de 18 ans vous obtenez votre permis, la police et les services d'ambulance et de secours viennent vous voir et vous montrent « c'est ça un crash ». C'est comme ça que nous dépensons l'argent plutôt que d'utiliser simplement des radars. C'est ainsi que tous les panneaux de signalisation se sont vus offrir un éclairage, que les voies sans séparation ont été progressivement aménagées, rendant les accidents frontaux impossibles, et que les ronds-points sont devenus les ralentisseurs les plus efficaces sur voies rapides. Voilà comment l'Angleterre a, en 10 ans, divisé ses statistiques d'accidents par 2, devenant le meilleur élève européen. Et pourtant, ce n'était pas gagné, le Britannique n'étant pas le très discipliné Allemand. Et si les radars n'étaient plus solution d'avenir? Chez nous aussi, certains s'en rendent compte. Casse-vitesse, affichage intensif et radar, rien ne faisait diminuer la vitesse sur cette chaussée à Houpeye. Les autorités ont alors opté pour le rétrécissement et l'alternance de priorité. La vitesse a enfin diminué et le coût de l'opération est très loin de celui du radar. Mais maintenant, nous, on axe plutôt sur le préventif avec des dispositifs tels que celui que vous voyez derrière. Écoutez, ici, c'est entre 8 et 10 000 euros, quoi. C'est une petite somme quand même. C'est pas extrêmement élevé, mais c'est quand même une somme qu'il faut financer. Et tout ça, bien entendu, est financé par les contributions des citoyens. Donc c'est de l'argent citoyen qui est réinvesti, à bon escient, je pense, dans ce type de dispositif. Pour 2020, l'Europe espère la diminution de moitié du nombre de tués. Le radar, malgré ses promesses, ne semble pas pouvoir y parvenir tout seul. Pourtant, des mesures radicales existent, comme le contrôle des distances de sécurité. Le Belge est le champion d'Europe du collage de pare-chocs, ce qui explique chez nous le nombre trop élevé de carambolages. L'interdistance est bien contrôlée chez nous sur les camions, pas sur les voitures, faute d'appareils homologués. L'autre mesure concerne le phénomène très inquiétant des smartphones au volant. La solution, c'est la confiscation. Elle existe dans la législation, mais pas en matière de roulage. Pas encore, car elle permettrait d'ôter un doute. Tous ces flashs vus du ciel proviennent-ils finalement des radars ou des appareils photo de nos très chers GSM ?